Et notre invitée politique ce matin, c'est Marie Toussaint. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes députée européenne, tête de liste des écologistes pour les élections européennes qui auront lieu en juin prochain. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale représentée par Julien Lécuyer de La Voix du Nord. Bonjour Julien. Bonjour Oriane, bonjour Marie Toussaint. Bonjour. Marie Toussaint, on va commencer par cette interview donnée ce matin par Elisabeth Borne dans le Figaro, grande interview dans laquelle elle parle notamment de la lutte contre le terrorisme. Mais après l'attaque au couteau qui a eu lieu ce week-end, elle se dit prête à aller plus loin pour protéger les Français, notamment dans la surveillance des individus dangereux. Est-ce que pour vous, il faut aller plus loin ? Écoutez, ce qui s'est passé, c'est un drame terrible, dans lequel manifestement les législations étaient à peu près appropriées à la situation et où on a finalement laissé couler des alertes. Par exemple, l'alerte de la mère de ce terroriste. Est-ce qu'il faut aller plus loin ? Je pense qu'en tout cas, il y a une réflexion à avoir sur ce qui s'est passé. Il me semble quand même que l'erreur peut être humaine. Moi, j'ai du mal aux réactions intempestives à ce type de situation où il y a un drame qui se passe et on est tout de suite dans une augmentation, une législation supplémentaire sans avoir pris le temps de regarder exactement ce qui s'est passé. Alors évidemment, ça demande de prendre le temps de comprendre, ça demande une pause, qui est une pause aussi de respect pour les victimes. Et puis, il faut se poser des questions, mais ça ne veut pas dire qu'il faut aller beaucoup plus loin. Finalement, la législation était là. La répétition des actes de loup solitaire, tels qu'ils le définissent les services de renseignement, n'engage pas la France à réagir et justement à prendre des décisions. Bien sûr, il faut réagir. Bien sûr, il faut réagir. La menace terroriste est une menace réelle, d'où qu'elle vienne. D'ailleurs, on sait qu'elle vient aussi de l'extrême droite, et on l'a vu il y a quelques années en Suède. Donc, bien sûr, il faut réagir. Bien sûr, nous devons lutter contre le terrorisme. Nous devons œuvrer aussi à la déradicalisation, ce qui est absolument essentiel. Il y a encore du progrès et du chemin à faire. Et avec ma perspective européenne, je vous le dis, c'est aussi un enjeu européen. Voilà. Et on sait que des femmes écologistes, Eva Joly, Estelle Benbassa en particulier, ont porté des propositions il y a un certain nombre d'années. Elles ont été assez peu écoutées, donc il faut y travailler. Mais là, vous le dites, la législation a été respectée. En tout cas, c'est ce que dit Gérald Darmanin, que tout a été fait, en tout cas ce qui aurait pu être fait dans le cadre de la loi. Du coup, la question se pose, est-ce qu'il faut faire évoluer cette loi ? Bruno Retailleau, par exemple, le patron des sénateurs républicains, lui, il propose d'élargir la rétention de sûreté aux condamnations pour terrorisme. La rétention de sûreté, c'est-à-dire que des individus considérés comme dangereux seraient maintenus en prison une fois qu'ils ont purgé leur peine. Je comprends bien. Est-ce que c'est une bonne chose ? Non, il faut faire attention aux libertés publiques. Et donc, je vous le dis, il faut agir résolument contre le terrorisme. Il faut qu'il y ait les moyens de renseignement qui soient susceptibles de détecter ces actes avant qu'ils n'arrivent. Et il faut faire en sorte de gérer tout au long de son parcours, une personne qui a été suspectée pour terrorisme. Donc ça, c'est important. Encore une fois, là, il y a eu des alertes qui auraient dû être écoutées. Le problème, c'est principalement que les alertes n'ont pas été écoutées. Et donc, c'est un problème quelque part humain. Est-ce que ce n'est pas un problème aussi de suivi psychiatrique ? C'était aussi une des raisons portées à la connaissance Bien sûr. Mais c'est pour ça que, si vous voulez, cette espèce de montée en puissance législative, on voit bien à quel point ça ne répond pas au problème. Voilà. Elle parle de beaucoup de sujets, Elisabeth Borne, dans cette interview, notamment évidemment de la question de l'immigration et du projet de loi immigration qui est examiné au Parlement. Alors elle se dit confiante sur l'aboutissement de ce texte, confiante dans sa majorité. Est-ce que vous pensez, vous, à gauche, être en mesure d'empêcher ce texte d'aboutir ? Écoutez, la majorité présidentielle a l'habitude de faire passer des textes au forceps. Donc ce texte sera adopté. Et si vous voulez mon avis, ce texte a plusieurs problèmes. Il est d'abord indécent et aussi inefficace. Pourquoi indécent ? Il est indécent parce que on est dans une situation où des milliers de personnes, des millions, fuient leur pays, ne serait-ce que le dérèglement climatique, c'est 200 millions à l'horizon 2050. Enfin, je veux dire, c'est énorme. Et des personnes qui fuient leur pays devant le dérèglement climatique, devant les violences politiques, devant les violences économiques, ces inégalités qui frappent la planète, et personne ne fuit son pays parce qu'il en a le souhait ou parce qu'il a envie d'aller profiter de je ne sais quelle trappe dans je ne sais quel autre pays. Et donc, notre responsabilité à nous, c'est de nous poser la question de comment est-ce que nous les accueillons.
C'est pas de se poser la question de comment est-ce que nous les refoulons et nous les renvoyons. Et c'est un peu ce que dit le texte avec ce gouvernement. Il ne dit pas qu'il faut refouler tout le monde, il ne dit pas qu'il faut une immigration zéro. Il dit qu'il faut plus contrôler, moins accueillir pour mieux intégrer. Et c'est pour ça que je dis aussi qu'il est inefficace. Parce qu'en fait, ce texte ne fait qu'une chose, c'est alimenter le ressentiment, la peur de l'autre, la peur de l'étranger. Et moi, je veux le dire, ce n'est pas l'autre, quel qu'il soit, qui est le problème. Le problème, ce sont nos sociétés et comment est-ce qu'elles sont organisées. C'est ça le problème. Et nourrir la haine d'autrui, ce n'est jamais une solution pour maintenir ce texte, une société nourrit la haine d'autrui de cohésion. Oui. Ben oui, parce qu'il flirte sur ce fantasme de l'étranger qui est la menace. Voilà. Et je vous l'ai dit, quand on parle d'étrangers qui sont des menaces, on parle de millions de personnes qui vivent dans des situations absolument inacceptables. Et pourquoi je dis qu'il est inefficace, ce texte ? Eh bien parce qu'il vient durcir les conditions de l'immigration légale. Et quand on durcit l'immigration légale, eh ben ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on favorise l'immigration illégale. Et donc un texte qui prétend lutter contre les clandestins, en réalité, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il nourrit l'immigration clandestine. Il y a quand même une mesure qui favorise la légalisation via la régularisation dans les métiers en tension. Même ça ne vous satisfait pas ? Mais bien sûr, il faut le faire. Bien sûr, il faut le faire. Je vais vous dire, j'espère également que l'accès à l'AME sera récupéré. L'aide médicale d'État. L'aide médicale d'État sera rétablie. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on ne peut pas laisser des personnes malades mourir. Et je veux dire, les médecins, ils ont signé le serment d'Hippocrate, qui est l'engagement de soigner quelques personnes qui se présentent devant eux. Et donc là, on va leur demander légalement de ne plus soigner les personnes qui se présentent devant eux. C'est inacceptable. Alors, c'est pas ce qui est demandé par le Sénat. C'est pas une suppression de l'aide médicale d'État. C'est une aide médicale d'urgence, c'est-à-dire une restriction du panier de soins. Mais évidemment, il y a des soins, en tout cas de ce que demande le Sénat, il y a des soins pour la vaccination, pour la grossesse, pour certaines maladies. La question des dents, c'est déjà un marqueur social extraordinaire. C'est-à-dire, quand on voit quelqu'un, on regarde ses dents, on peut savoir l'origine sociale d'où il vient. Voilà, moi je suis une fille de militante ATD Quart Monde. J'ai grandi auprès de personnes en situation de précarité et je le sais, cette question des dents, elle est cruciale. Et avoir mal aux dents, eh ben, ça ruine toute une journée, ça ruine toute une vie, ça empêche de travailler sereinement, ça empêche de s'occuper de ses enfants, ça empêche de s'occuper de sa maison. Et donc quand on réduit un panier de soins, c'est à ce sort qu'on destine les plus précaires, c'est à ce sort donc qu'on veut destiner les personnes en situation de migration. Moi je trouve que c'est inacceptable et indigne de notre République et de l'Europe. Vous qui êtes députée européenne, les Républicains déposent un texte qui sera examiné aujourd'hui à l'Assemblée et la semaine prochaine au Sénat pour faire primer le droit national sur le droit européen en matière d'immigration. Que pensez-vous de ce texte ? Mais je ne peux en penser que du mal. Et les bras m'en tombent. On est en ce moment en pleine COP28, accord sur le climat. On va en parler. Pourquoi je vous parle de ça ? Pas pour vous parler du climat, mais parce qu'il s'agit d'un accord international. Et que quand un État, et par exemple les États-Unis de Trump à l'époque, disent « je refuse de respecter le droit international », eh bien ça veut dire qu'on ne peut plus avoir confiance les uns dans les autres pour prendre tel et tel engagement. Et donc ça vaut sur le climat, ça vaut sur les droits humains, ça vaut sur la justice sociale, en fait ça vaut sur tout. Et quand on s'est engagé, il y a déjà plusieurs décennies, dans une construction européenne qui n'est pas seulement du droit international, mais où on dit « nous voulons sceller l'avenir de nos nations ». Pourquoi ? Pour garantir la paix. Et c'est ça le sujet aujourd'hui. Mais est-ce que c'est l'avenir de nos nations ? Est-ce que c'est pas la résultante du fait que l'Union européenne a du mal à avancer sur cette question de l'immigration et à trouver un accord sur un pacte migratoire ? Mais comme vous le dites, en fait, finalement, les nationalistes, ils prennent le sujet de l'immigration pour mieux pouvoir détruire l'Europe. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Et je veux vous dire quelque chose. On a aujourd'hui plus de murs dans l'Union européenne que ce qu'on comptait en 1989, avant la chute du mur de Berlin. C'est ça l'Europe que les nationalistes ont construit, sur fond de xénophobie, sur cette idéologie de lutte contre l'immigration, qui en plus, comme on l'a dit, est inefficace. Et donc moi, je suis pour l'Union européenne, je suis pour ce projet européen de paix et de justice, et donc je pense que quand on s'engage, eh ben, il faut continuer à travailler avec ses partenaires. Julien, sur la COP, justement. Oui, on va en parler, puisqu'aujourd'hui, on s'achemine peut-être vers un texte. À Dubaï, il y a un premier projet de texte qui a été présenté hier en vue d'obtenir un accord final. Il figure les mots « d'élimination des combustibles fossiles ». C'est une avancée ? Alors, ce serait une avancée si c'était confirmé. Et ça, il faut le souligner parce que aujourd'hui, c'est encore entre parenthèses. Il y a plusieurs options qui sont sur la table. Mais on parle bien d'élimination, alors qu'avant, la piste, a priori, de réduction des combustibles fossiles a été écartée.
Donc il y a plutôt un bon espoir. Oui, mais je préfère alerter, parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Si les termes d'élimination des combustibles fossiles figurent dans cet accord, alors effectivement, c'est une vraie victoire. Et c'est une vraie victoire parce que ce que nous devons faire, d'abord, pour garantir une vie habitable sur la planète, eh bien, c'est de sortir des énergies fossiles et donc de les éliminer, et ce, le plus vite possible. Mais vous voyez, on a une COP qui est présidée, non pas par les pays pétroliers, ça ce n'est pas un problème, mais par le PDG d'une grande entreprise pétrolière qui s'est manifestement appuyé sur les négociations internationales pour pouvoir vendre du pétrole. Et donc ce terme d'élimination, il faut l'adosser à une date, parce que sinon, que va-t-il se passer? C'est le projet d'Al Jaber, le président de la COP, c'est le projet de Patrick Pouyanné avec Total. Ils veulent bien éliminer très loin, à très long terme, mais ils veulent surtout continuer à vendre et à vendre plus dans les années qui viennent. Or, c'est incompatible avec l'impératif de préservation du climat. Mais ça, cet objectif, on sent bien qu'à la COP28, il y a des différences entre les pays riches et les pays en voie de développement, avec des pays en voie de développement qui disent « vous êtes bien gentils de vouloir éliminer les combustibles fossiles, mais nous, on en a encore besoin pendant un certain temps. » Vous voyez bien que ce n'est pas le sujet. Quand Total dit « je vais augmenter de 2 à 3% par an ma production de gaz et de pétrole », on ne parle pas d'un pays en développement. On parle d'une grande entreprise française qui engrange des milliards d'euros de bénéfices chaque année, des montants d'ailleurs aberrants et indignes. Et donc on ne parle pas de ces pays en développement. Est-ce que les pays en développement ont besoin de plus de temps? Est-ce que les pays les plus riches doivent fournir d'abord les efforts? Oui, mais ce sont deux questions différentes de savoir comment les sociétés, les pays s'adaptent et comment est-ce qu'on gère la production de combustibles fossiles. Et je vous disais, la présidence de cette COP, c'est un PDG d'une grande entreprise pétrolière. On compte près de 2500 lobbyistes de l'industrie pétrolière. C'est 4 fois plus que le précédent record. C'est 10 fois plus que les pays les plus pauvres de la planète. Et donc, pour en revenir à votre question, et je l'entends bien, mais enfin, quand il y a plus d'espace dans ces lieux de négociation internationale pour l'industrie pétrolière que pour ces fameux pays en développement qui auraient besoin d'utiliser les énergies fossiles, on voit bien quel discours est susceptible d'émerger. Pour rebondir sur votre question concernant les lobbyistes des énergies fossiles, vous plaidez toujours pour leur interdiction de séjour à l'Union européenne? Oui, il faut sortir les lobbies des institutions. Mais vous savez, moi... Et tous les lobbies? Parce que là, vous semblez dire, en fait, il y a des lobbies aussi, des ONG en faveur de la fin des combustibles fossiles. Ceux-là aussi, il faut les interdire? Il faut une législation européenne de séparation des institutions et des lobbies. Oui. Donc, tous les lobbies? Alors, quasiment. Ou simplement ceux qui vous sont défavorables? Non, mais tous les lobbies qui détruisent la planète, qui portent atteinte à la santé et à la justice pour des intérêts privés. Pour des intérêts privés. Mais on parle des énergies fossiles. Oui, on a besoin de sortir les lobbies des énergies fossiles. Et moi, je vous le dis, des boîtes comme Total, comme Shell, comme Exxon, ce sont des boîtes qui savent depuis les années 60 ou 70 quels seront les impacts de leurs activités sur la planète. Ils savaient exactement à combien de degrés nous en serions aujourd'hui. Ils savaient exactement les épisodes météorologiques extrêmes qui frappent des millions et des millions de personnes chaque année. Ils connaissaient ces faits. Et donc, dans la loi, normalement, il y a une responsabilité. Et quand on sait qu'on porte atteinte à autrui, on en est responsable. Aujourd'hui, non seulement ils n'en sont pas tenus responsables, mais en plus, ils ont un accès privilégié à la décision publique. Et donc ça, c'est impensable. Et on a des exemples au niveau de l'Union européenne. Dans les années 90, Total et d'autres ont œuvré à ce qu'une taxe carbone ne soit pas adoptée. Il était peut-être encore temps de sauver les choses, de faire en sorte que ça se passe pas si mal. Eh bien, Total et ses camarades ont poussé à la démission le commissaire européen de l'environnement de l'époque, qui voulait agir contre le dérèglement climatique. Vous voyez bien la situation. Mais je peux prendre un autre exemple, le lobby de l'agrobusiness. De la fourche à la fourchette, des firmes, des semences, des engrais, des pesticides évidemment, Bayer, Monsanto, Syngenta et les autres, mais aussi McDonald's et les firmes de l'agro-industrie se battent chaque jour contre les législations de préservation de la nature. Et préserver la nature, c'est préserver la santé. On a une coalition des empoisonneurs, les droites et les extrêmes droites, qui portent la voix de ces lobbies en permanence dans l'hémicycle européen et de plus en plus dans les États membres. Et donc, on doit se mobiliser. C'est ce pourquoi nous, les écologistes, nous allons lutter en vue du 9 juin 2024. On va parler des européennes dans quelques instants, mais d'abord un mot sur un autre sujet et cette phrase hier du président du Sénat, Gérard Larcher, qui a interrogé sur les positions de Jean-Luc Mélenchon et notamment son tweet accusateur envers la journaliste Routel Krief, lui a répondu « ferme ta gueule ». Est-ce que Gérard Larcher dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas? Non, le niveau baisse. Enfin,
Moi, j'ai peu de mots pour décrire cette situation où finalement, dans le débat politique, on a le sentiment qu'il faut être toujours plus outrancier pour pouvoir être repris. Et ça a marché avec M. Larcher. Il avait manifestement préparé sa phrase. Il est arrivé, il l'a dite, et puis ça tourne en boucle. Moi, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Ce qui sur le fond, sur les positions de Jean-Luc Mélenchon. Non. Marine Tondelier, quand elle a vu ce tweet, elle a répondu « efface ». Oui, non, mais moi je vous ai dit, c'est outrancier, ça met en cause les journalistes, c'est dangereux, voilà. Maintenant, j'ai pas envie de parler de M. Mélenchon. Je suis désolé parce que je vais vous en poser une question, parce qu'il a acté la fin de la NUPES samedi. Il n'y a plus de NUPES, a-t-il dit, c'est un constat, mais ce n'est pas de mon fait, a-t-il jugé. Vous pensez en être un peu responsable en ayant refusé une candidature commune aux européennes ? Moi, je comprends que vous soyez obnubilé par cette question de la NUPES. Non, ça va, je ne suis pas obnubilé. Bon, tant mieux pour vous. Non, mais les enjeux pour lesquels on doit se battre, c'est le vivant, c'est la justice sociale. Voilà, c'est ça le sujet. Alors après... Mais est-ce que là, il ne vous savonne pas un peu la planche quand même, Jean-Luc Mélenchon? Mais moi, je vous dis, ça m'intéresse pas de parler de lui. Moi, sauf que ça risque d'avoir des conséquences dans les urnes pour vous. J'ai proposé un pacte de non-agression à gauche. Je refuse de mener la guerre des gauches. Voilà, j'ai proposé un pacte de non-agression. Je n'ai pas été écoutée, j'ai même été sifflée aux journées d'été de la France Insoumise. Moi, je ne m'y adonne pas. Voilà, je ne me lance pas dans ce bain-là. Je pense qu'on a des combats essentiels à mener et que c'est ce qui doit concentrer toute notre attention. Alors, au-delà de Jean-Luc Mélenchon, ça pose la question de l'alliance à gauche. Vous dites toujours rendez-vous après les européennes à l'automne 2024 pour reconstruire une alliance en ayant l'impression que finalement tout sera oublié et qu'on pourra repartir de plus belle? Écoutez, il y a un meeting ce soir sur l'immigration avec différentes personnalités de gauche, justement pour promouvoir une vision différente de celle qui est... Sauf qu'il n'y a pas les proches de Jean-Luc Mélenchon dans ce meeting. Il n'y a pas tous les insoumis. Peu importe, c'est ça notre travail. Voilà, et alors c'est quoi? C'est le nouveau périmètre de la future alliance à gauche? Je m'en moque. On se bat sur le fond. Celles et ceux qui souhaitent se rejoindre sur le fond se rejoignent. Point barre. Oui. On va parler de la campagne des européennes. Oui, bien sûr, oui, parce qu'il y a eu donc votre meeting de lancement des européennes samedi. Vous avez averti que la campagne se ferait avec le vent de face. Je reprends vos propos, compte tenu du nombre des adversaires de l'écologie politique. Vous prenez un mot d'ordre de douceur, la douceur finalement contre l'agressivité des adversaires de l'écologie politique. Mais est-ce que c'est pas en décalage avec la combativité nécessaire pour l'emporter? Absolument pas. La douceur, dans un monde qui est meurtri par la violence politique, sociale, eh bien, la douceur est un horizon de sauvegarde. Et elle n'est pas l'inverse de la conflictualité ni de la combativité. Elle est au contraire un objet de combativité. Ce que nous voulons, c'est un monde de douceur, un horizon de douceur, un horizon du soin. Je souhaite et je me bats pour une Europe du care qui tienne compte de l'ensemble des vulnérabilités sociales, environnementales. Et vous savez que les plus précaires sont toujours les plus exposés aux différentes pollutions, le dérèglement climatique, la malbouffe, les pesticides, etc. Et donc cet horizon de douceur, c'est un horizon pour lequel il vaut la peine de se battre. Voilà. Et c'est un horizon pour le plus grand nombre qui, il me semble, est le seul horizon pour lequel il vaut la peine de se battre. Alors, il y a une image qui a marqué ce lancement de la campagne des européennes. Je vais être un petit peu cash, mais c'est celle du twerk du groupe Boutique Thérapie sur scène. Alors, je vais l'expliquer peut-être pour les spectateurs, mais c'est donc littéralement une thérapie par une danse où on agite ses fessiers. C'est l'une des principales images qui a été retenue de ce lancement de campagne. Est-ce que c'est pas un ratage d'un point de vue communication? Absolument pas. Et moi, je suis très honorée que ces femmes qui pratiquent la boutithérapie soient venues à mon meeting. Et je les en remercie. Pourquoi? Eh bien parce que ces femmes ont créé effectivement une pratique, une activité collective qui vise à quoi? Qui vise à permettre aux femmes de se réparer après des traumas. Et la réparation, c'est l'un des objectifs de l'écologie politique. Comment est-ce qu'on répare tout ce qui a pu être détruit, tout ce qui a pu être blessé, tout ce qui a pu être abîmé? Et donc, ce message-là, il était important qu'il figure à ce meeting. Ce meeting a duré 3 heures, il était très dense. On y a parlé beaucoup de protection du vivant, qui est lui aussi abîmé, qui est lui aussi blessé, qui est lui aussi détruit, qu'il nous faut réparer.
Et on a parlé de justice sociale avec là aussi des inégalités. Comprenez, Marie Toussaint, en fait, c'est pas de dire c'est justifié, enfin, c'est pas question de remettre en cause la boutithérapie, c'est avec des messages qui sont évidemment éminemment importants. Le problème, c'est de savoir si, en mettant en exergue cela, et finalement en ne donnant pas une explication très, très lisible tout de suite, on finit pas par créer un objet de communication qui rate sa cible. Bah, écoutez, de toute façon... On a beaucoup parlé de ça, et finalement, on a moins parlé des autres temps forts. Vous venez de le faire, et je vous en remercie. Vous avez bien expliqué la boutithérapie. Donc c'est la preuve que c'est possible. Voilà, c'est la preuve que c'est possible. Et je sais que quand il y a des femmes en mini-short, ça fait jaser. Les attaques, elles viennent quand même beaucoup de la fachosphère, qui ne supporte pas quand on voit des femmes qui ne sont pas dans les mensurations des magazines, qui ne sont pas toutes blanches, qui sont assez peu habillées. Eh bien, la fachosphère s'en donne à cœur joie. Moi, je pense qu'il faut dépolluer les regards. Voilà. Et que le problème, ce n'est pas la boutithérapie et celle qui la pratique, mais que ce sont au contraire ceux qui le moquent. Une dernière question, Julien ? Oui, alors je vais me permettre une autre question cash, parce que avec une autre personnalité de chez nous, je dis chez nous du Nord-Pas-de-Calais, Willy Schran, qui a lancé une liste pour les européennes qui s'appelle Alliance Rurale. Mardi, donc, il s'est lancé en déclarant: nous, on est des écolos, on n'a peut-être pas beaucoup de livres dans nos bibliothèques, mais on a tous un peu de boue sur les pieds. Alors, est-ce que vous êtes des écolos bobos, comme il semble le dire? Absolument pas. Et moi, je suis ravie que M. Schraen vienne exposer sa vision de l'agriculture. Parce que sa vision de l'agriculture, même si elle a des bouts sur les pieds, c'est une vision de l'agriculture sans paysans. Et vous savez, au niveau européen, les chiffres, c'est une estimation qu'on va passer de 10 millions de paysans aujourd'hui à 6 millions de paysans demain. Donc c'est la même dynamique qu'on voit en France, avec une disparition des paysannes et des paysans, une agriculture qui est une agriculture de machines, une agriculture qui détruit avec des engrais et des pesticides, dont il faut absolument sortir aussi pour le climat par ailleurs. Et donc, allons-y, confrontons nos visions. Confrontons-les, parce que nous, ce que nous défendons, ce sont des ruralités vivantes. C'est une agriculture avec des paysannes et des paysans qui soient respectueuses des sols, de l'eau, des arbres. C'est une agriculture qui est respectueuse de la santé et qui permet aux paysannes et aux paysans de vivre des produits qu'ils produisent. Voilà, parce que c'est ça l'enjeu. Aujourd'hui, on a des paysannes et des paysans qui non seulement disparaissent, mais en plus sont rémunérés de façon absolument intolérable. Voilà, donc allons-y. Moi, je n'ai pas peur de cette liste de M. Schraen. Vous lui proposez toujours un débat ? Bien sûr, allons-y. Je n'ai pas peur, encore une fois. On pourra confronter nos visions, on pourra confronter nos projets, on pourra vérifier qui est du côté des paysans, qui est du côté de l'agro-industrie. Le débat est lancé, l'invitation est lancée. Merci Marie Toussaint, merci beaucoup d'avoir été avec nous, tête de liste des écologistes aux européennes de 2024 du mois de juin prochain. La une de La Voix du Nord, Julien, plus dure sera la facture. C'est à la une de votre journal. Merci beaucoup.